Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire que nous avons intitulé « Les Power Skills, des compétences clés pour réussir face au changement ». Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui durera 45 minutes, durant lesquelles nous découvrirons ensemble des compétences essentielles pour mieux appréhender les transformations que nous rencontrons tous dans notre vie professionnelle, ainsi que les périodes de changement inévitables dans notre contexte actuel. Je suis Stéphanie Boisson. J'accompagne aujourd'hui Christelle Delaveau, qui est manager d'offres et d'expertise en développement personnel chez Segos. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christelle, qui nous partagera son expertise pendant 30 minutes. Puis nous prendrons 15 minutes en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez donc pas à poser vos questions et à nous laisser vos commentaires tout au long du webinaire via le chat. Je vous confirme que ce webinaire est enregistré et que son replay sera accessible à tout moment à l'issue de la présentation. La documentation sera elle aussi téléchargeable en fin de session. Et enfin, pour tout besoin, toute question, Marie Doura, notre super organisatrice de webinaire, est derrière le chat. Elle sélectionne vos questions et répond à vos éventuels soucis techniques. N'hésitez pas à interagir avec elle. Tout va bien, Marie ? Alors, on me demande de vous demander si vous entendez bien et si tout va bien de votre côté. Vous pouvez répondre via le chat, évidemment. Voilà, bon, les retours ont l'air positifs, donc nous allons pouvoir continuer. Donc, continuons. Alors, ce webinaire sera organisé en 4 grandes parties. Nous commencerons par explorer ensemble comment faire face aux défis liés au changement et les étapes clés pour mieux le gérer. Ensuite, nous aborderons les compétences clés à développer pour mieux appréhender ces transformations, les fameuses Power Skills, indispensables pour s'adapter avec agilité et efficacité. Nous poursuivrons avec une partie dédiée aux outils pratiques et aux techniques concrètes afin de vous donner des leviers immédiatement actionnables dans votre environnement de travail. Et enfin, nous terminerons ce webinaire, comme je vous le disais, par le temps consacré à vos questions, vos commentaires, vos retours. Nous reviendrons sur vos interrogations pour approfondir encore le sujet des Power Skills. Sans plus attendre, je laisse la parole à Christelle Delaveau. Christelle, c'est à toi. Merci Stéphanie. Merci de me donner la parole sur ce sujet absolument passionnant pour faire face aux défis qui sont liés au changement. Et on va y aller tout de suite. Oh, je suis un petit peu rapide. On va y aller tout de suite avec des mots qui forcément vous parlent. Alors j'ai envie de vous dire c'est dans l'ordre ou dans le désordre. Si on cite le Covid, le climat, la transition climatique écologique, l'intelligence artificielle. Et quelque part, finalement, en ligne de fond, pour moi, il y a ces deux sujets, vous voyez, de la même couleur, qui sont la transformation et l'incertitude. Voilà, ça, c'est la ligne de fond. Et je pense qu'il faut que c'est la question qu'on se pose finalement. On sait qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère, on l'appelle comme ça l'ère industrielle 4.0, une forme de disruptive era, donc une ère de disruption, où finalement, les changements s'enchaînent. Il y a 2 points. Il y a les changements qui s'accélèrent, qui sont plus nombreux et aussi qui vont plus vite. Donc, il y a le nombre et la vitesse qui nous permettent de poser un petit peu le cadre de ce qui se passe. Et ce qu'on a envie d'évoquer avec vous dans ce webinaire, c'est finalement comment y faire face, comment s'adapter. Je pense qu'on n'est pas tous équipés probablement de la même manière pour y faire face. Donc, l'idée, c'est de rebalayer un peu ensemble les points skills clés pour faire face au changement. Voilà pour notre introduction. Et ceci étant dit, je voulais vous partager 2 stats qui sont quand même intéressantes pour voir comment les entreprises et les collaborateurs, chacun de leur côté, gèrent et vivent le changement. Alors, on sait déjà que 70% des programmes de changement n'atteignent pas leurs objectifs. Alors, c'est quand même assez énorme, certainement pour plusieurs raisons. D'un côté, la résistance des collaborateurs, ça c'est un peu un classique. Et puis, probablement aussi parfois du fait du manque de soutien, on va voir de quel soutien on parle dans le webinaire, face à ces enjeux de changement. Et une autre stat qui est aussi assez marquante, que 38% des employés étaient prêts à soutenir le changement effectivement en 2020, contre 74% en 2016. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait un écart aussi important? Probablement trop de changements, trop de sujets qui s'enchaînent. Et donc, ça charge effectivement davantage la capacité à faire face. Donc, on va voir ces 2 chiffres un petit peu en ligne de fond pour avancer dans d'autres webinaires.
Alors voilà, on va attaquer un peu dans le vif du sujet avec une courbe que vous connaissez peut-être, qui est la courbe du changement de Kubler-Ross. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'on voit toutes ces émotions, ça c'est un vrai sujet, qui arrivent, qui nous percutent quand on fait face à un changement. Elles peuvent être différentes en fonction des uns et des autres. Je me souviens qu'on avait présenté en fait cette courbe à un panel international, donc on avait une centaine d'auditeurs sur ce type de sujet, et on les avait interrogés, on l'a pas fait aujourd'hui, mais on les avait sondés sur quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous êtes face à un changement. La petite, vous savez, le petit grain de sable qui vient se mettre dans un rouage, quelque chose qui tournait bien et qui vient comme ça un peu vous percuter. Et on voyait qu'il y avait surtout de la colère, de la peur, de la frustration, qui n'est pas citée ici, une forme de choc. Et seulement pour 6% en fait de cet auditoire, 6% étaient enthousiastes face au changement. Donc ça donne un petit peu une photo de la manière dont on vit, dont on traverse, même si c'est très différent pour chacun. On va avoir un rythme plus ou moins rapide et on va y aller plus ou moins rapidement. L'idée, c'est aussi de se dire que quand je suis manager, quand je suis leader, quand je parle à des équipes qui traversent le changement, ils ne sont pas tous au même niveau par rapport à ça. Ils ne sont pas tous au même endroit de la courbe. Et on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui est dans un sentiment de colère qu'à quelqu'un qui est dans un sentiment de peur ou quelqu'un qui est enthousiaste par rapport au changement. Donc, c'est important aussi un peu de sonder quelque part tout ça. Et puis, l'idée, c'est de remonter, de traverser cette phase d'acceptation pour traverser le changement avec plus de sérénité. Voilà, et c'est tout l'enjeu de cette conversation. Alors, on dit paradoxe. Pourquoi paradoxe? Parce que l'autre facette, c'est un peu un disclaimer, c'est que nous sommes faits, l'être humain est fait pour le changement. On passe tous par ces étapes, ces statuts différents, j'ai envie de dire de nouveau-nés, d'adolescents, d'adultes, de personnes âgées. Et quand on regarde la somme de changements qu'on a traversés depuis quelques années, on se dit quelque part qu'on est fait pour ça, qu'on a les compétences pour traverser ce changement. Après, je pense qu'on peut aussi se baser un peu sur les neurosciences pour expliquer ça. On sait en matière de neurosciences, on parle maintenant de neurogénèse, on parle de neuroplasticité. La neurogénèse, c'est notre capacité à fabriquer des neurones, qui s'arrêtent à un moment donné. Par contre, la neuroplasticité, elle nous suit tout au long de la vie. C'est la capacité à créer de nouvelles connexions neuronales. Et ça, on le fait quand on est face justement à un changement parce qu'on va devoir s'adapter. Donc, on va tracer quelque part des nouveaux sillons. Donc ça, c'est le premier aspect des neurosciences qui nous donne une information. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle le contrat cognitif. Le contrat cognitif, c'est de mettre en parallèle l'effort et le bénéfice. Quand je traverse un changement, il y a toujours un bénéfice pour moi et pour les autres à un moment donné. Ce qu'il faut, c'est que ce bénéfice reste supérieur à l'effort qu'on va produire. Tant que le bénéfice est supérieur, le contrat cognitif, j'ai envie de dire, est OK, est à l'équilibre. Et c'est ça, en fait, qu'on va surveiller. Donc, on voit bien qu'on a des compétences pour faire face au changement, de par notre nature, de par la façon dont notre cerveau, j'allais dire, est fichu. Voilà, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle et c'est un peu le deuxième versant de la pièce que j'ai envie de mettre en avant. Merci Christelle de ces premiers apports. Alors en synthèse, comment pouvons-nous transformer ce paradoxe en une véritable opportunité et un défi stimulant? Et comment pouvons-nous changer notre manière de voir le changement et l'imprévu pour mieux les appréhender? Pour répondre à ces questions, Christelle, tu souhaitais nous proposer 5 étapes clés dans le processus du changement. Oui, tout à fait. Merci Stéphanie. Donc effectivement, j'ai construit cette forme de processus avec d'abord, et ça je pense que c'est important, c'est le temps de la découverte du changement. On n'est pas obligé de plonger tout de suite dans le changement. On peut aussi se poser la question de comment je le vis. Quels sont mes ressentis là immédiats? Comment ça bouge dans les 24, 48 heures, la première semaine, où on m'annonce que finalement, mon rattachement hiérarchique change, mon périmètre change, mon job change. Bah, ça peut être plusieurs choses en même temps aussi. Donc, c'est se poser la question, comment là, je vis le changement tout de suite? Puis se reposer la question 24 heures, 48 heures plus tard. Et là, maintenant, dans un deuxième temps, bah, qu'est-ce que j'en pense? Comment je vis cette situation? Donc ça, c'est important déjà de se laisser le temps. Ensuite, il y a un peu un contrat, alors c'est un peu un truc de coach tête, cœur, corps. La tête qui serait de se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment je me projette? Quelle serait mon intention autour de ce changement? Le cœur, ce serait de se dire, bah, quelle est ma motivation en fait? Quels sont les désirs que peut-être je vais pouvoir accomplir grâce à ce changement? Et le corps, c'est faire un premier pas. Parce qu'on est là plus pour agir que pour subir. Donc, faire un premier pas, ça, c'est un point qui va être extrêmement important dans la dynamique de processus de changement. Et puis, ce qui est important, c'est de rester aussi ancré, focus sur soi, donc à la fois sur ses besoins et rester positif. On sait qu'on va en reparler dans la suite de ce webinaire, mais à quel point
ce mindset positif, il est déterminant pour atteindre ses objectifs et pour traverser le changement de manière efficace. Et puis normalement, si tout se passe bien, on suit cette courbe, on finit par adopter le changement. Et c'est Kurilski, Françoise Kurilski dans son bouquin Du désir au plaisir de changer, qui disait que généralement, quand le changement, en fait, s'est produit, on s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on va se lever un matin, on va se dire, ah mais tiens, en fait, c'est fait. Ah bah tiens, j'ai un nouveau patron, j'ai un nouveau périmètre. Mais en fait, c'est OK. J'ai pris mes marques et ce changement, j'ai su le traverser. Donc ça, c'est aussi le côté un peu magique finalement de ce processus. Alors Stéphanie, très bien. Qu'as-tu retenu finalement de cette introduction? Alors, si je devais conclure, Christelle, sur cette première partie, je vous propose de retenir 3 points essentiels. Tout d'abord, il est important de se rappeler que la résistance au changement, c'est une réaction normale et naturelle. Pour mieux appréhender le changement, pour l'adopter même, de nombreux outils et ressources sont à notre disposition. Et enfin, rappelons-nous aussi que le changement est avant tout un processus qui demande du temps et de l'adaptation. Christelle, tu vas maintenant nous parler des compétences que nous pouvons tous travailler et développer pour mieux faire face à des périodes de changement. Donc, tu vas nous parler de ces fameuses Power Skills. Tout à fait. Et j'affiche cette magnifique slide. Je voulais y venir vite parce que j'avais envie de dive in, de plonger dans ces compétences de changement pour les partager avec vous et d'en profiter. Alors déjà, je trouvais que c'était important de faire un petit retour en arrière peut-être sur ce fameux mot de Power Skill qu'on a quand même mis dans le titre aussi. Et je trouvais qu'il y avait un intérêt à regarder ce qu'est une Power Skill pour l'entreprise, comment elle l'interprète, et ce qu'est une Power Skill pour l'individu. Pour l'entreprise, pour moi, c'est vraiment un individu qui dispose de compétences transversales clés pour répondre aux enjeux du travail d'aujourd'hui et de demain. Et du côté de l'individu, les Power Skills lui permettent quand même de développer des compétences clés, qui sont transversales aussi, pour une carrière professionnelle réussie. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, quand on regarde dans les études, dans les méta-analyses, on voit bien que ce qui est rare, ce qui est le plus recherché, ce sont ces fameuses Power Skills. On a des compétences techniques, on a des hard skills. Alors, la compétence technique, je les mets un petit peu à part, c'est tout ce qui peut être, par exemple, la maîtrise de l'intelligence artificielle. Mais parallèlement à ça, on va les mettre un peu au même niveau, ces compétences techniques et ces power skills. Les power skills, elles sont plus difficiles parfois à capter. C'est-à-dire quand vous connaissez l'IA, vous connaissez l'IA. Mais savoir si vous êtes en capacité de travailler sur les compétences qu'on va les citer après, c'est parfois un peu plus délicat. Et donc, ces power skills, elles deviennent monnayables. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes entreprises, c'est que les personnes qui possèdent ces power skills, finalement, elles ont un très grand atout avec elles et on peut monnayer ces fameuses power skills. Parfois, on les appelle aussi les high skills. Pourquoi? Parce que c'est des compétences un peu chapeau qui sont plus importantes que les autres et qui sont donc au-dessus des autres, d'où le fait de dire power skill ou high skill. Donc voilà pour remettre un petit peu de définition peut-être autour de ces fameuses power skills. Et mon parti pris aujourd'hui, c'était de se dire que pour moi, il y a 3 types de power skills. Il y a de manière générale les compétences cognitives, qui sont spécifiques là, et les compétences non cognitives. Donc les compétences cognitives, on va de toute façon les traverser. Il y a la flexibilité cognitive, tout ce qui touche à l'analyse plutôt systémique et la résolution de problèmes complexes. Ça, c'est très recherché. Et dans les compétences non cognitives, je l'ai scindé en compétences interpersonnelles, où j'ai placé la résilience, parce que c'est quand même comment on est résilient aussi collectivement, c'est pour ça que je l'ai placé ici, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, et puis des compétences de croissance personnelle qui sont clés, qui deviennent fondamentales à mon sens, comme apprendre à apprendre, toute la dimension du care, on va en parler, de prendre soin, et puis le fameux esprit positif orienté vers la croissance, qui est ce fameux mindset dont je parlais tout à l'heure en introduction. Alors, on démarre sur ces compétences cognitives clés pour aujourd'hui et pour demain, avec d'abord la flexibilité cognitive. Alors ça rejoint ce dont je parlais au début, qui est comment je change ma perception face au changement, comment j'ai cette flexibilité, comment je me dis finalement qu'est-ce que j'ai à gagner à travers ces changements et à m'y accrocher au plus vite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain grâce à ce changement, comment je vais pouvoir évoluer professionnellement ou peut-être personnellement. Donc, c'est ce fameux contrat cognitif dont je parlais, c'est d'être en capacité de changer son mindset, ses pensées et donc ses comportements, puisqu'on sait que les comportements naissent des pensées qu'on peut avoir sur le sujet en question.
Deuxième point, c'est l'analyse alors déductive, qui est l'analyse qui touche plus à la pensée critique hein, finalement, mais aussi l'analyse systémique. On voit quand on parle de RSE, qu'on parle de partie prenante, on a besoin de savoir dans ce changement, quel est mon rôle à moi, quel est le rôle des autres, quel est le rôle de l'environnement, quel est le rôle de l'entreprise, et d'avoir cette vision globale finalement du système. Et ça, c'est vraiment une compétence phare qui est aussi rapportée par le World Economic Forum. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil sur le site du World Economic Forum. Il y a toujours des analyses, des études très très intéressantes et pertinentes. Et puis enfin, la résolution de problèmes complexes. Ça, c'est vraiment central parce qu'on est face à beaucoup d'informations. On a besoin d'aller prendre des décisions sur des sujets complexes. Et ça, nous, dans le domaine de la formation, pour faire un petit aparté, c'est vrai qu'on va chercher à le challenger, par exemple en proposant à nos apprenants de la gamification. Parce que quand on est dans un jeu, quand on est dans la gamification, on va vous proposer un scénario où justement la pensée critique et les problèmes complexes, la résolution de problèmes complexes sont vraiment en œuvre. Et ça, c'est vraiment une compétence sur laquelle les uns et les autres, on a besoin vraiment de monter, hein, tout simplement. Et puis, sans plus attendre, les fameuses compétences interpersonnelles, je ne pouvais pas ne pas parler de résilience, qui est un mot parfois un peu galvaudé, mais on voit qu'il est toujours aussi important de développer sa résilience. Je regardais un peu les interlocuteurs de McKinsey, là, hier, pour être franche, et le General Manager Partner de McKinsey explique que quand il va recruter des nouveaux partenaires à l'international, il va, et ça c'est assez nouveau et c'est le cas aussi des grands groupes, on va plus forcément aller chercher des leaders qui ont un parcours hyper lisse et qui affichent un parcours sans faute, où finalement ils ont tout réussi. Ce qui intéresse les entreprises maintenant, c'est le leader ou le manager qui a connu un échec, qui a connu, comme disent les Américains, un setback, et qui ont su rebondir, hein, et donc cette caractéristique de la résilience, qui ont su rebondir après cette difficulté, après cet obstacle. Donc ça, c'est comme hyper intéressant de se dire qu'on recherche des personnalités qui ont cette conscience d'elles-mêmes, qui ont cette humilité, qui ont cette capacité à se remettre en question et à dire, OK, là, pour telle ou telle raison, j'ai pas réussi, j'ai traversé une difficulté, mais finalement, j'ai su traverser cet obstacle et avancer, malgré tout. Donc ça, c'est un point qui est clé au niveau collectif. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, plus que jamais dans le changement, mais de manière générale, quand on voit l'arrivée de l'IA, on publie un livre blanc d'ailleurs sur soft skills et IA là en mars, on voit bien à quel point c'est ce qui nous caractérise en tant qu'humains. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'intelligence artificielle, on est vraiment dans l'intelligence humaine, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est complexe, il y a beaucoup de composantes autour de ça, et que finalement, se dire, mais qu'est-ce que je ressens là ? Comment je vais pouvoir partager ces émotions ? Comment je comprends qui j'ai en face de moi ? On en parlait tout à l'heure, hein, dans la courbe du changement, clairement, les émotions, elles sont majeures. Quelles sont les émotions que traversent mes interlocuteurs, mes équipes ? Comment je m'y adapte ? Comment j'apporte du soutien émotionnel dans le changement ? Comment on se dit que finalement, on est tous dans le même bateau et que je ne suis pas seule et qu'on est plusieurs à traverser ça, ça va être absolument fondamental. Et donc, j'incite évidemment tout le monde à se former sur l'intelligence émotionnelle, c'est un critère clé. Et puis l'intelligence collective, oui, parce qu'on parle aussi de diversité, on va parler de neurodiversité et que c'est toujours hyper intéressant de mettre plusieurs manières de penser autour de la table, de créer une forme de terrain de jeu. On va ouvrir des discussions, on va ouvrir des débats, on va être beaucoup plus créatif du fait d'amener différentes idées, différentes pensées, différentes manières d'agir. Et cette intelligence collective, c'est ce qu'elle va nous permettre, tous ensemble, collectivement une fois encore, de traverser les changements avec beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus d'efficacité. Ah, j'essaye de bouger la slide. Veut-elle ? Merci Stéphanie. Et puis enfin arrivent les compétences plutôt en développement personnel sur soi, sur sa croissance personnelle. Alors on parlait déjà d'apprendre à apprendre, hein, qui est un peu le long life learning, qui est comment je me mobilise face à mon apprentissage et à mon évolution professionnelle. Je disais tout à l'heure que le fait d'acquérir des power skills, on voit à quel point ça va nous permettre de rester employable sur le marché. Donc l'employabilité, elle est au cœur de ça aussi. C'est-à-dire que si on stagne et que face à un monde qui va vite, qui s'accélère, on n'est pas dans cet apprentissage permanent, on va forcément créer un décalage entre soi et son environnement.
Donc, être acteur de son apprentissage, c'est aussi une manière d'être acteur tout court. Et on disait tout à l'heure, il vaut mieux être acteur que de subir finalement les changements. Donc ça, c'est important en termes de démarche personnelle. La dimension du care, alors le care, c'est une dimension qu'on voit beaucoup aussi en management et en leadership, c'est comment je prends soin des autres. Mais pour prendre soin des autres, il est quand même déjà essentiel de prendre soin de soi. Ça va commencer par ça. Donc, le fait de s'accorder du temps, le fait de s'accorder des pauses, le fait justement de se former, de prendre le temps de le faire, c'est vraiment un enjeu majeur pour traverser les changements avec plus de bagages, quelque part. Et puis enfin, alors on l'appelait là, pour le traduire en français, l'esprit positif et orienté croissance, c'est en fait ce qu'on appelle le growth mindset. On va en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que le fait d'être tourné vers le positif, de transformer le défi en opportunité, d'apprendre à le faire, parce que voilà, il y a des gens qui le font naturellement, c'est un peu comme l'optimisme. Et puis, pour certains, ça va demander un effort. Et on va voir à quel point la notion d'effort, elle est cruciale et majeure dans la croissance personnelle. Et je trouvais absolument essentiel de commencer. Et c'est quelque chose qu'on entend, qui vient beaucoup des États-Unis, qu'on entend de plus en plus. Et je trouvais essentiel quand même de le partager avec vous aujourd'hui. C'est bon, ça marche. C'est à toi, je crois, Stéphanie. Tout à fait. Je vais tenter un résumé. Avec grand plaisir. Donc, pour bien naviguer à travers les changements, moi, je retiens 3 attitudes. La première, prenons du recul, analysons la situation avec objectivité pour mieux en comprendre les enjeux. Deuxièmement, acceptons nos émotions. Elles font partie intégrante du processus d'adaptation. Et puis, troisième piste, développons un état d'esprit de croissance en essayant de voir dans chaque changement une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Ça me va bien, ce petit résumé. Parfait. Alors, nous avons exploré les enjeux du changement, l'importance des power skills. Je te propose maintenant de passer à une partie essentielle de notre webinaire, le partage d'outils et de méthodes concrètes qui aideront chacun à mieux gérer et accompagner le changement au quotidien. Puis avec grand plaisir. Alors, pour ce faire, il a fallu sélectionner des approches. On est d'accord. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du sens à se dire que d'abord, ce qui était nécessaire, c'est de définir avec soi un cap clair par rapport au changement. Voilà. Quelle est mon intention pour traverser ce changement? Ensuite, on a dit, l'idée, c'est d'être acteur et pas subir. Et donc, pour ça, voilà, on va avoir besoin de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'obligation, mais si on ne sort pas de sa zone de confort, on ne l'apprend pas. On va regarder ça en détail. Ensuite, j'ai parlé du care. C'est comment je prends soin de mon énergie, celle des autres, mais d'abord de la mienne dans ces périodes chargées, justement, en changement. On a besoin, en fonction des individus, de temps. Et puis enfin, on l'a dit, adopter une mentalité de croissance. Alors, si on commence par se fixer un cap, j'ai appelé ça créer une vie intentionnelle. C'est déjà d'être aligné avec soi. Alors, être aligné avec soi, ça suppose de connaître déjà ses valeurs. Donc, c'est de se dire, OK, quand je vais traverser ce changement qu'on m'impose, c'est pas moi qui l'ai choisi, par définition, comment je peux raccrocher mes valeurs à ce changement-là? Comment je peux amener de la cohérence pour pouvoir m'engager et avoir une satisfaction personnelle? Ensuite, le concept de la motivation, il est hyper important parce qu'on sait que le changement, ça peut être long. On va avoir besoin d'avoir cette motivation qui tient dans le temps. Donc, plus l'intention, elle est claire, plus je suis engagée, plus j'ai raccroché mes valeurs personnelles en fait au changement en question, plus ma motivation va être là et va tenir dans le temps. Et puis ensuite, c'est cet équilibre entre ce que Lachaud appelle perception, je rentre dans un truc un peu technique. Jean-Philippe Lachaud, il parle de perception-action. Je vous conseille d'aller écouter aussi ses conférences. C'est ce rééquilibrage entre ce que je perçois et ce que je fais. C'est un peu le contrat cognitif dont je parlais au départ. C'est le fait qu'on peut aussi, on n'est pas figé, on peut aussi se permettre, à un moment donné, pour se donner un petit peu de liberté, se donner un peu de souffle, on peut se permettre de réajuster ce contrat cognitif en ajustant l'intention avec l'action. Donc, rapidement, je trouve que c'est intéressant pour définir ça, d'explorer ses valeurs, on en a parlé, ce qui compte pour vous, d'analyser vos forces, qu'est-ce qui vous distingue et qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de particulier, parce que vous l'êtes. Regardez quel est l'impact, quelle différence ça va faire ce changement, on disait dans votre vie pro aussi. Comment ça va vous permettre de monter en compétences, comment ça va vous permettre d'évoluer, peut-être d'atteindre certains rêves. Et puis, comment vous allez aligner avec vos objectifs à long terme. Donc, raccrochez ça, une fois encore, à votre carrière, à votre évolution. Donc, c'est important de se poser ces questions. Alors, sortir de sa zone de confort, tout un programme. J'ai voulu vous remettre, j'ai mis faire un premier pas, les 3 zones clés. La zone de confort, la zone d'apprentissage, la zone de panique. Donc, alors, toutes les zones, c'est comme tout. Il y a toujours des bénéfices, voire des bénéfices secondaires à aller dans ces zones-là. La zone de confort, c'est la zone où vous êtes à l'aise. C'est un peu la zone où vous revenez à la maison.
Ça ne vous demande pas de stress. Vous êtes dans des choses que vous savez faire, dans un environnement que vous connaissez, avec des personnes que vous connaissez. Le risque, il est limité. Enfin, le risque, ça pourrait être de s'ennuyer et d'être dans une forme de stagnation qui est un risque réel à prendre en compte. Pour sortir de ça, le premier pas, ça va être d'aller dans la zone d'apprentissage. Donc, c'est d'aller vers des apprentissages qui sont des défis stimulants, qui ne vont pas vous mettre non plus en difficulté, où vous allez y aller par étapes. Et là, le bénéfice, c'est la croissance personnelle dont on parle, c'est cette évolution, c'est développer ces fameuses power skills qui sont monnayables, dont on parlait tout à l'heure. C'est essentiel d'aller vers cette zone-là. Et puis, quand on est un peu trop fatigué, quand ça demande trop d'énergie, on peut retourner vers la zone de confort, retour un peu à la maison, avant de repartir à nouveau aux zones d'apprentissage. Puis parfois, on peut aller dans la zone de panique et c'est OK, parce qu'on pousse un peu trop, les défis sont trop importants, la marche est trop grande, et c'est important de s'écouter, parce que c'est là où on peut cramer aussi de l'énergie. On peut avoir un risque de perte de motivation, d'avoir un sentiment d'échec, c'est trop difficile, je ne réussis pas, et donc on fait chuter cette motivation. Donc c'est bien de redescendre d'un cran. Et je trouve que c'est toujours pareil, dans un concept, c'est important d'avoir le concept en tête pour se dire là tout de suite, où est-ce que je me situe. Voilà, et alors j'ai aimé faire ce parallèle en fait finalement entre l'énergie, la batterie, et je vous en ai un peu parlé à l'instant, et les différentes zones. Donc la zone de confort, c'est là où on va chercher batterie. La zone d'apprentissage, on progresse tranquillement à son rythme, on ne se surcharge pas. Puis la zone de panique, là, on est en train de cramer trop de fuel, et là, c'est important de savoir dire non, savoir faire marche arrière, savoir dire j'ai besoin d'y aller par étapes, et savoir demander de l'aide aussi si besoin. Et donc l'énergie, donc belle transition, n'est-ce pas, si on va vers les piliers de notre énergie. Alors ça, les piliers de l'énergie, c'est la théorie de Lohr et Schwartz. Ça date qui est en fait la théorie de l'engagement total, de full engagement, la théorie du full engagement. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que l'énergie, elle est multiple. C'est pas que l'énergie physique, c'est pas que son sommeil, que sa nutrition, que l'activité physique. Il y a aussi l'énergie émotionnelle. C'est comment, effectivement, je vais aller créer de l'émotion positive. Je faisais une petite conférence hier et je parlais de l'importance, notamment dans l'apprentissage, des émotions positives. En fait, les émotions positives comme la joie, elles vont ouvrir notre attention, ce qu'on appelle l'empan attentionnel, alors que des émotions négatives vont restreindre notre champ d'attention. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ces émotions et de développer ces émotions positives. Ensuite, on a l'énergie qui est plutôt mentale. Donc là, c'est comment je travaille, je me concentre et je suis dans le flow. Donc, ça veut dire que je me concentre sur des activités qui me plaisent, où je sais que j'ai les ressources face à l'enjeu de l'activité en question. Et c'est le flow, quelque part, c'est de rentrer aussi dans cette zone de flow. Et puis l'énergie spirituelle, c'est toujours veiller, je parlais du contrat cognitif, à faire en sorte de rester dans une énergie qui sont dans mes valeurs, qui donne du sens aussi à mes actions au quotidien. Donc voilà un peu comment je voulais mettre en avant cette théorie et cette énergie multidimensionnelle. Et pourquoi c'est important? Parce que l'énergie, on parlait de résilience, c'est ce qui va être le fondement de votre résilience. Et on a vu à quel point c'était une power skills face au changement. C'est une condition pour l'alignement personnel. Sans énergie, il n'y a pas de performance, clairement. Mais c'est important d'avoir en tête que l'énergie, c'est une ressource limitée. C'est-à-dire que quand la batterie, elle est vide, et on le sait dans les situations de burn-out, elle est vide. Et ça va prendre beaucoup de temps pour la recharger. Donc, toujours pareil, c'est important de savoir où on en est, savoir faire des marches avant, marches arrière pour la maintenir à niveau. On finit par mon thème chouchou du moment, qui est le growth mindset. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous partager cette slide qui rappelle un peu les composants du growth mindset. Alors, le growth mindset, c'est une théorie qui a été apportée par Carol Dweck, qui est un docteur en psychologie de Stanford, qui a mené des études, en fait, déjà dans le milieu de l'éducation avec ses élèves, où elle a créé, à l'époque, 2 groupes. Un groupe d'élèves à qui elle a dit, voilà, le growth mindset, c'est ça. C'est le fait que vous sachiez que vous avez la capacité à vous développer sur absolument tous les sujets, même ceux sur lesquels vous pensez être mauvais. Et le fixed mindset, c'est le contraire, c'est ne pas bouger, ne pas aller, ne pas faire d'efforts, se dire que de toute façon, ça va me coûter trop d'efforts, je ne sais pas faire, donc j'y arriverai pas, etc. Et on s'est rendu compte que juste en leur expliquant ce qu'était ce concept-là, le groupe à qui on avait expliqué face à une nouvelle tâche à effectuer avait été beaucoup plus performant que les autres. Voilà. Donc, dans ce mindset, il y a 2 choses différentes. Le growth mindset, c'est se dire qu'on peut développer son intelligence. On a une curiosité pour se développer. Et le fixed mindset, c'est on veut paraître intelligent. Mais du coup, en essayant de paraître intelligent, on ne cherche pas forcément à développer son intelligence.
Donc, je pourrais en parler des heures. C'est un concept vraiment à creuser, qui est essentiel pour nous aider à traverser le changement de manière positive et se dire que oui, ça demande des efforts, oui, il y a des moments difficiles, mais que c'est aussi possible par ailleurs. Voilà, donc du coup, il y a un changement de paradigme, vous l'avez compris. L'échec devient une opportunité. Les erreurs sont perçues comme une occasion de s'améliorer. L'effort, elle devient clairement une clé de succès, parce que pour atteindre une réussite, on a besoin de faire des efforts. Et que le feedback, c'est pas forcément qu'une critique, c'est une critique qui peut être constructive, donc le feedback devient une forme de ressource. Voilà, Stéphanie. Très bien. La slide est encore un petit peu capricieuse, j'ai l'impression. Mais donc, nous arrivons à la fin des outils que tu souhaitais nous partager, qui nous donnent donc des méthodes concrètes pour traverser ces changements. Et il me semble, en complément, que tu voulais nous partager un parcours de formation qui fait écho à cette thématique. Oui, tout à fait, qui est un parcours nouveau, Stéphanie, qui s'appelle les 5 clés pour réussir, qui est finalement comment, je pense que l'état d'esprit, c'est comment je vais aligner ma progression, on parlait Power Skills, ma vision en tant que collaborateur qu'individu sur développer des Power Skills pour réussir professionnellement, tout en étant aligné avec la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un contrat win-win où chacun va trouver finalement sa place. Et pour ce faire, c'est un parcours où il y a 5 clés. Il va y avoir 3 clés autour de la croissance personnelle, qui est, on l'a vu, fixer un cap clair, devenir le chef d'orchestre de son quotidien, être vraiment acteur de son quotidien, et de savoir se donner la priorité, notamment en termes d'apprentissage. Et 2 clés qui sont plus des clés de croissance relationnelle, donc ce côté interpersonnel qu'on a développé, qui est comment je développe la qualité et surtout l'authenticité dans mes relations, comment je fais des contrats gagnant-gagnant avec les autres, et comment aussi je sais être assertif, je sais poser des limites, je sais par rapport à cette zone de confort et à cette énergie, dire non, là c'est pas ok, non, là je vais trop dans mon énergie. Voilà, donc c'est un parcours qui permet de vraiment aller dans le détail des power skills finalement, qui sont valables à la fois face au changement, mais à la fois aussi pour une réussite commune et individuelle et collective dans l'entreprise. Voilà. Et puis, on partage avec vous, parce qu'on a voulu faire une petite sélection de formations qui vont aussi dans la thématique. Donc, voilà, vous pourrez les retrouver. Donc, on a parlé de growth mindset, on vient de parler des 5 clés pour réussir, mais on pourrait parler aussi de résilience ou de pensée critique, qui sont aussi des sujets, des power skills majeurs dans cette thématique. Donc, voilà pour moi ce que j'avais envie de vous partager sur les power skills pour faire face au changement. Et on va aller regarder, et Stéphanie, peut-être que tu vas m'y aider d'ailleurs, on va aller regarder quelles sont les questions que vous nous avez posées dans le chat. J'ai hâte de... Alors, je regarde parce que je pense qu'on m'a un petit peu aidé en mettant en avant les questions. Alors, je vois une question tout à l'heure, le complex problem solving, donc la résolution de problèmes complexes, c'est super de l'avoir mentionné. Ce n'est pas suffisamment enseigné à mon sens. Est-ce qu'il y a un module résolution de problèmes complexes dans le catalogue Segos? Alors, on n'a pas forcément un module spécifique autour de ça, mais on a des formations, je pense qu'on pourra aussi vous répondre. On pourra certainement, je pense, Marie, revenir vers vous pour vous indiquer, prendre le temps de vous dire à quel moment on attaque ces sujets. Moi, j'ai créé une formation sur le leadership, qui s'appelle le leadership responsable, où on va justement creuser ces différents sujets. Donc, c'est une partie, en fait, de cette formation en 2 jours. Mais je suis d'accord sur le fait que ça devient absolument essentiel. Alors, les power skills sont censés renforcer les individus, mais dans la réalité des entreprises, où la régulation et le cadre protecteur font souvent défaut, ne risque-t-il pas surtout d'accentuer la pression, l'élitisme et l'épuisement professionnel? Alors moi, ce que je comprends au travers de cette question, c'est qu'il ne faudrait pas que finalement la responsabilité elle bascule que du côté des individus. C'est-à-dire que à la fois, il faut savoir s'engager pour développer des power skills, sans que l'entreprise mette toute la responsabilité sur l'individu. C'est une responsabilité partagée. Il ne faut pas qu'il y ait d'injonction à développer des power skills qui mèneraient effectivement à l'épuisement professionnel. C'est plutôt aussi vous sensibiliser en vous disant, vous, en tant qu'individu, vous avez tout intérêt à travailler ces compétences parce qu'elles sont recherchées, elles sont clés et c'est celles qui vont vous permettre, 1, d'atteindre vos objectifs dans un monde complexe, 2, de le faire en étant le plus serein possible, et 3, de travailler votre employabilité. Donc, une fois encore, on parlait de perception. Je pense que ça aussi, c'est une question de perception. Et puis, pas d'injonction non plus à la performance. C'est plutôt de se dire, quel intérêt j'ai, moi, à venir travailler sur ces sujets.
Alors, quelle différence entre soft skills et power skills? C'est une excellente question. Donc, on a dit les soft skills, c'est tout cet ensemble de compétences qui ne sont pas hard skills, toutes ces compétences un peu molles. Et les power skills, la différence, c'est celles qui sont vraiment en haut du panier, qui sont les plus critiques pour faire face aux enjeux du monde du travail aujourd'hui et demain. Et j'espère que, du coup, je l'aurai expliqué clairement, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, que c'est parfois un peu jargonneux. Christelle, je vois qu'il y a quelques questions autour de demandes de référence des livres que tu as cités ou des études que tu as citées. Peut-être on peut rassurer tout le monde en disant que tous les liens seront accessibles dans la présentation. Avec plaisir. Et que chacun pourra retrouver du coup les différentes références qu'on a. Que ça soit la théorie de l'engagement total, le growth mindset, tous les sujets sur lesquels on a partagé aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà. Ok. Voilà. De toute façon, on va vous répondre. Hein. On voit qu'on a des questions. Vous nous dites, voilà, j'ai un client qui serait intéressé par le changement. Je pense qu'on peut revenir vers vous avec ça. On a des questions qui sont assez, qui se regroupent pas mal. Ceci ne dépend-il pas de la maturité des dirigeants et des entreprises et de la transparence de la stratégie court terme, moyen terme, long terme? Clairement, si on veut répondre aux enjeux de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise, c'est mieux qu'elle soit communiquée. Je pense que parfois, la responsabilité qu'on peut avoir à titre individuel, c'est d'aller challenger peut-être ses managers, ses leaders sur justement la stratégie et les moyens qu'on donne pour les atteindre. Une fois encore, c'est un équilibre. Hein. Ce n'est pas la responsabilité de l'un ou la responsabilité de l'autre. Je comprends aussi que parfois, on navigue dans des terrains un peu complexes, une fois encore, pas toujours complètement transparents. Quoi qu'il en soit, le premier pas que vous allez faire pour vous développer, il servira à l'entreprise, il va vous servir également. Et on est dans le test and learn, quoi. C'est quand je vais travailler mon intelligence émotionnelle et que je la mets en œuvre dans mon quotidien, comment ça change mon quotidien et comment ça change la performance de mon service, hein, par exemple, ou l'atteinte de mes missions. Donc, c'est un peu aussi du test and learn, à mon sens. On peut aussi fonctionner comme ça. Il y a une question d'Aude qui dit « Comment ces compétences sont-elles évaluées lors d'un recrutement ou d'entretien d'embauche ?» Ah, mais c'est une excellente question, surtout que moi, je suis un ancien chasseur de tête et que j'ai fait de l'assessment center. Je savais que ça te plairait. Ah, j'adore ces questions. En fait, elles sont évaluées, ce qu'on appelle un entretien structuré. Le plus simple, c'est de pouvoir construire des questions qui permettent justement d'aller valider vos compétences. C'est des questions très spécifiques qu'on construit pour aller valider justement ces compétences. Si vous demandez comment ça se manifeste dans votre quotidien, quand vous dites que vous êtes résilient, madame, monsieur, ça veut dire que vous faites quoi concrètement? Voilà. Et on va aller comprendre comment, si vous savez ce que c'est, et comment vous mettez en œuvre, par exemple, la résilience. Voilà comment on va chercher à évaluer. Après, on peut avoir d'autres choses. Hein. On peut avoir des mises en situation. Là, on est dans le cadre de l'entretien, mais on peut avoir aussi des mises en situation. On va chercher à comprendre comment vous réagissez face à tel type ou tel type de situation. Voilà. Et là, on est plus déjà dans la partie assessment center qu'entretien classique. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je pense que j'ai répondu à des sujets des questions qui se recoupent, finalement. Je crois aussi. Hein. De toute façon, donc, on vous met le support à disposition, les références théoriques, effectivement, dont j'ai pu vous parler tout au long de ce webinaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous parler de ce sujet, qui est un sujet, une fois encore, majeur, où on a tous intérêt, en tout cas, à s'y intéresser. Je voudrais remercier mes partenaires du jour, Stéphanie Boisson et Marie Dora. Puis je pense que j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aussi sur d'autres sujets. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, et puis écoutez, à nouveau une très belle continuation et une très belle mise en œuvre de ces power skills. On vous dit à bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci. Très bonne journée. Bye.